Alphonse Daudet, Les voies de fait. Cabinet de Monsieur Petit-Bry, avocat consultant. Madame Nina de B, chez sa tante, à Moulins. Madame, conformément au désir de madame votre tante, je me suis occupée de l'affaire en question. J'ai pris les faits l'un après l'autre et soumis tous vos griefs à l'investigation la plus scrupuleuse. Eh bien, en mon âme et conscience, je ne trouve pas que la poire soit encore assez mûre, ou pour parler plus net, que vous soyez fondé d'une façon sérieuse à introduire une demande en séparation. Ne l'oublions pas, en effet, la loi française est une personne très positive qui n'a ni la délicatesse, ni instinct des nuances. Elle ne connaît que le fait sérieux, brutal, et malheureusement, c'est ce fait-là qui nous manque. Certes, j'ai été profondément touchée en lisant le récit de cette première année de mariage si pénible pour vous. Vous avez payé bien cher la gloire d'épouser un artiste fameux, un de ces hommes chez qui la renommée, l'adulation développe un monstrueux égoïsme et qui doivent vivre seuls sous peine de briser le frêle et timide existence qui tente de s'attacher à la leur. Ah, madame, depuis le commencement de ma carrière, combien ai-je vu de malheureuses épouses dans la triste position où vous vous trouvez. Ces artistes, qui vivent du public et rien que pour lui, n'apportent au foyer que la fatigue de leur gloire ou la tristesse de leurs échecs. Une existence désœuvrée, sans boussole ni gouvernail, des idées subversives, à l'envers de toute convention sociale, le mépris de la famille et de ses joies, l'excitation cérébrale cherchée dans l'abus du tabac, des liqueurs fortes, sans parler du reste. Voilà ce qui constitue ce terrible élément artistique auquel votre chère tante désire vous soustraire. Mais, je vous le répète, tout en comprenant ces inquiétudes, ces remords même d'avoir consenti à un pareil mariage, je ne vois pas que les choses soient au point pour ce que vous demandez. J'ai pourtant commencé déjà un projet de mémoire judiciaire où vos principaux griefs se trouvent groupés et mis en lumière assez habilement. Voici les grandes divisions de l'ouvrage. Numéro 1. Grossièreté de monsieur envers la famille de madame. Refus de recevoir notre tante de Moulins, qui nous a élevés et qui nous adore. Surnom de Tata Bobos, Fécarabos et autres, donné à cette vénérable demoiselle dont le dos est un peu voûté. Raillerie, épigramme, dessin au crayon et à la plume sur ladite et son infirmité. Numéro 2. Insociabilité. Refus de voir les amis de madame, de faire des visites de noces, d'envoyer des cartes, de répondre aux invitations, etc. Numéro 3. Dilapidation. Argent prêté sans reçu à toutes sortes de bohèmes, table toujours ouverte, maison transformée en hôtellerie, souscription continuelle pour des statues, des tombeaux, des œuvres de confrères malheureux, fondation d'une revue artistique et littéraire. 4. Grossièreté envers madame, avoir dit tout haut en parlant de nous, quelle dinde. Numéro 5. Sévices et violence. Excessive brutalité de monsieur, fureur au moindre prétexte, bris de vaisselle et de meubles, tapage, scandale, expression malsonnante. Tout cela, comme vous le voyez, chère madame, forme un corps d'accusation assez respectable mais insuffisant. Il nous manque les voies de fait. Ah, si nous avions seulement une voie de fait, une toute petite voie de fait devant témoin, notre affaire serait superbe. Mais ce n'est pas maintenant que vous avez mis 50 lieues entre vous et votre mari que nous pouvons espérer un événement de ce genre. Je dis espérer parce que, la situation étant donnée, une brutalité de cet homme eût été ce qui pouvait vous arriver de plus heureux. Je suis, madame, en attendant vos ordres, votre dévoué et respectueux serviteur. Petit-Bry. PS. Brutalité. Devant témoin, bien entendu.
Maître Petit-Bry, à Paris. Et quoi, monsieur, voilà où nous en sommes. Voilà ce que vos lois ont fait de l'ancienne chevalerie française. Ainsi, quand il suffit souvent d'un malentendu pour séparer deux cœurs à jamais, il faut à vos tribunaux des actes de violence pour motiver cette séparation. N'est-ce pas indigne, injuste, barbare, criant ? Pensez que pour recouvrer sa liberté, ma pauvre petite est obligée d'aller tendre son cou au bourreau, de se livrer à toute la fureur du monstre, de l'exciter même. Mais n'importe, notre parti est pris. Il faut des voies des faits. Eh bien, nous en aurons. Dès demain, Nina retourne à Paris. Comment sera-t-elle accueillie ? Que va-t-il se passer là-bas ? Je n'ose y songer sans frémir. À cette idée, ma main tremble, mes yeux se mouillent. Ah, monsieur, ah, maître Petit-Bry, ah, l'attente infortunée de Nina. Étude de monsieur Marestan, avoué, près du tribunal de la Seine. Monsieur Henri de B, homme de lettres, à Paris. Du calme, du calme, du calme. Je vous défends d'aller à Moulins, de vous élancer à la poursuite de votre fugitive. Il est plus sage, il est plus sûr de l'attendre chez vous, au coin du feu. En somme, que s'est-il passé ? Vous refusiez de recevoir cette vieille fille ridicule et méchante, votre femme est allée la rejoindre. Il fallait vous y attendre. La famille est bien forte dans le cœur d'une si jeune mariée. Vous avez voulu agir trop vite. Songez que cette tante qui l'a élevée, qu'elle n'a pas d'autre parent qu'elle. Elle a son mari, me direz-vous. Et mon cher enfant, entre nous, nous pouvons bien nous faire cet aveu. Les maris ne sont pas aimables tous les jours. J'en connais un surtout qui, malgré son bon cœur, est d'une nervosité, d'une violence. Je veux bien que le travail, les préoccupations artistiques y soient pour quelque chose. Toujours est-il que l'oiseau s'est effarouché et qu'il est retourné à son ancienne cage. N'ayez pas peur, il n'y restera pas longtemps. Ou je me trompe fort, ou cette Parisienne d'hier s'ennuiera vite dans ce milieu suranné et ne sera pas longue à regretter les turbulences de son poète. Surtout, ne bougez pas. Votre vieille amie, Marestan. Maître Marestan, avoué à Paris. En même temps que votre lettre si raisonnable, si amicale, je reçois un télégramme de Moulins m'annonçant le retour de Nina. Ah, que vous avez été bon prophète. Elle revient ce soir, toute seule, comme elle était partie, sans la moindre démarche de ma part. Il s'agit maintenant de lui arranger une vie si douce, si agréable, qu'elle n'ait jamais plus la tentation de partir. J'ai fait des provisions de tendresse, de patience, pendant cette absence de 8 jours. Il n'y a qu'un point sur lequel je ne varie pas. Je ne veux plus voir chez nous l'horrible Tata Bobos, ce bas-bleu de 1820 qui m'a donné sa nièce uniquement dans l'espoir que ma petite célébrité servirait à la sienne. Songez, mon cher Marestan, que depuis notre mariage, cette méchante petite vieille s'est toujours mise entre ma femme et moi, roulant sa bosse à travers tous nos plaisirs, toutes nos fêtes, au théâtre, aux expositions, dans le monde, à la campagne, partout. Étonnez-vous, après cela, que j'ai mis une certaine précipitation à la congédier, à la renvoyer dans sa bonne ville de Moulins. Tenez, mon cher, on ne se doute pas du mal que ces vieilles filles, ignorantes de la vie et soupçonneuses, sont capables de faire dans un jeune ménage. Celle-là avait fourré dans la jolie petite tête de ma femme une provision d'idées fausses, arriérées, saugrenues, un sentimentalisme rococo du temps d'Ispiboé du jeune Florange. Ah, si madame me voyait. Pour elle, j'étais un poète, ce poète qu'on voit au frontispice de Renduel ou de l'Advocat, couronné de lauriers, une lyre sur la hanche et le coup de vent des hautes cimes dans un manteau crispin à collet de velours. Voilà le mari qu'elle avait promis à sa nièce. Et vous pensez si ma pauvre Nina a dû être désillusionnée. Du reste, je conviens que j'ai été maladroit avec cette chère enfant. Comme vous dites, j'ai voulu aller trop vite.
Je l'ai effarouché. Cette éducation un peu étroite, faussée par le couvent et les rêvasseries sentimentales de la tante, c'était à moi de la refaire tout doucement, en laissant au bouquet provincial le temps de s'évaporer. Enfin, tout cela est réparable puisqu'elle revient. Elle revient, mon cher ami. Ce soir, j'irai l'attendre à la gare et nous rentrerons chez nous au bras l'un de l'autre, réconciliés et heureux. Henri de B. Nina de B à sa tante à Moulins. Il m'attendait au chemin de fer et m'a reçu en souriant, les bras tendus, comme si je revenais d'un voyage ordinaire. Tu penses si je lui ai fait ma mine la plus glacée. À peine rentrée, je me suis enfermée dans ma chambre où j'ai dîné toute seule sous prétexte de fatigue. Ensuite, double tour de clé. Il est venu me dire bonsoir à la serrure et ce qui m'a bien surprise, s'est éloigné à pas de loup, sans colère ni insistance. Ce matin, visite de M. Petit-Bry, qui m'a donné de longues instructions sur la façon dont je devais m'y prendre, l'heure, l'endroit, les témoins. Ah, ma chère tante, à mesure que le moment approche, si tu savais comme j'ai peur. Ses colères sont si terribles. Même quand il est doux, comme hier, ses yeux ont des éclairs d'orage. Enfin, je serai forte en pensant à toi, ma chérie. D'ailleurs, comme m'a dit M. Petit-Bry, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Puis nous reprendrons toutes les deux notre vie d'autrefois, calme et heureuse. Nina de B. De la même à la même. Chère tante, je t'écris de mon lit, brisé par l'émotion de cette scène épouvantable. Qui aurait pu croire que les choses tourneraient ainsi? Pourtant, toutes mes précautions étaient prises. J'avais prévenu Marthe et sa sœur qui devaient venir à 1h et choisi pour la grande scène le moment où l'on sort de table pendant que les domestiques ôtent le couvert dans la salle à manger voisine du cabinet de travail. Dès le matin, mes batteries étaient préparées. 1 heure de gamme, d'études au piano, les cloches du monastère, les rêveries de Rose-Hélène, tous les morceaux qu'il déteste. Cela ne l'avait pas empêché de travailler sans la moindre irritation. Au déjeuner, même patience. Un déjeuner exécrable, des restes, des plats sucrés qu'il ne peut pas souffrir. Et si tu avais vu ma toilette? Une robe à pèlerine qui a 5 ans de date, un petit tablier de soie noire, des cheveux défrisés. Je cherchais sur son front des signes d'irritation. Ce pli droit si connu que monsieur creuse entre ses sourcils à la moindre contrariété. Eh bien non, rien. C'était à croire qu'on m'avait changé mon mari. Il m'a dit d'un ton calme, un peu triste, « Tiens, vous avez repris votre ancienne coiffure. » Je répondais à peine, ne voulant rien hâter avant l'arrivée des témoins. Et puis, c'est drôle, je me sentais émue, secouée d'avance de la scène que je cherchais. Enfin, à quelques réponses un peu sèches de ma part, il se leva de table et se retira chez lui. Je le suivis, toute tremblante. J'entendais mes amis s'installer dans le petit salon, et Pierre qui allait, venait, rangeait l'argenterie et les verres. Le moment était venu. Il fallait l'amener aux grandes violences, et cela me semblait facile après ce que j'avais fait depuis le matin pour l'irriter. En entrant dans son cabinet, je devais être très pâle. Je me sentais dans la cage du lion. Cette pensée me vint. S'il allait me tuer. Il n'avait pourtant pas l'air bien terrible, couché sur son divan, le cigare à la bouche. « Est-ce que je vous dérange ?» demandai-je de ma voix la plus ironique. Lui, tranquillement, « Non, vous voyez, je ne travaille pas. » Moi, toujours très méchante. « Ah ça, vous ne travaillez donc jamais ?» Lui, toujours très doux. « Vous vous trompez, mon ami. Je travaille beaucoup, au contraire. Seulement notre métier est de ceux où l'on peut travailler sans avoir un outil dans la main. » Moi. « Et qu'est-ce que vous faites en ce moment ? » ?»« Ah oui, je sais, votre pièce en verre, toujours la même depuis 2 ans. »
savez-vous que c'est bien heureux que votre femme ait eu de la fortune? Cela vous permet de paresser à votre aise. » Je croyais qu'il allait bondir. Pas du tout. Il est venu me prendre les mains très gentiment. « Voyons, c'est donc toujours la même chose? Nous allons donc recommencer notre vie de guerre? Alors, pourquoi êtes-vous revenu? » J'avoue que je me suis sentie un peu émue de son ton affectueux et triste. Mais j'ai pensé à toi, ma pauvre tante, à ton exil, à tous ces torts, et cela m'a donné du courage. J'ai cherché ce que je pouvais lui dire de plus amer, de plus blessant. Est-ce que je sais, moi, que j'étais désolée d'avoir épousé un artiste, qu'à Moulins, tout le monde me plaignait, que j'avais trouvé mes amis mariés à des magistrats, des hommes sérieux, influents, bien posés, tandis que lui. Encore s'il gagnait de l'argent. Mais non, monsieur travaillait pour la gloire. Et quelle gloire! À Moulins, personne ne le connaissait. À Paris, on sifflait ses pièces. Ses livres ne se vendaient pas, et patati et patata. La tête me tournait de toutes les méchantes paroles qui me venaient à mesure. Lui me regardait sans répondre, avec une colère froide. Naturellement, cette froideur m'exaspérait davantage. J'étais tellement excitée que je ne reconnaissais plus ma voix montée à un diapason extraordinaire. Et les derniers mots que je lui criais, je ne sais plus quelle épigramme injuste et folle, bourdonnèrent à mes oreilles troublées. Pour le coup, je crus que M. Petit-Bry tenait sa voix de fait. Blême, les dents serrées. Henri avait fait 2 pas vers moi. « Madame !» Puis subitement, sa colère tomba, sa figure redevint impassible, et il me regarda d'un air si méprisant, si insolent, si calme. Oh, ma foi, ma patience était à bout. Je levai la main et vlan. Je lui appliquai le plus beau soufflet que j'ai donné de ma vie. Au bruit, la porte s'ouvre, mes témoins se présentent, suffoqués, solennels. « Monsieur, c'est une indignité. »« N'est-ce pas ?» disait le pauvre garçon, en montrant sa joue toute rouge. « Tu penses si j'étais confuse. Heureusement, j'ai pris le parti de m'évanouir et de pleurer toutes mes larmes, ce qui m'a beaucoup soulagée. Maintenant, Henri est dans ma chambre. Il me veille. Il me soigne et se montre véritablement très bon pour moi. Que faire? Quelle impasse! C'est Monsieur Petit-Bry qui ne sera pas content. Nina de B.